Alors, c'est un livre qui est consacré, comme son titre l'indique, à la passion amoureuse, à la passion, d'une façon générale, au sentiment. C'est un thème que j'ai rencontré en fait à travers la question de l'imagination, dont j'ai traité dès que je me suis intéressé à la philosophie, mais en me retournant sur la science. Et donc, lorsqu'on s'interroge sur les raisons pour lesquelles des individus s'intéressent à un certain domaine, à un domaine quel qu'il soit, on est amené à mettre en évidence quelque chose qu'on appelle des sentiments, des affects, des émotions, qui font qu'il est attaché à une certaine activité ou à une certaine personne, ou à un certain lieu aussi d'ailleurs, ou à un certain objet. Bon, tous ces attachements, ce sont des affects, ce sont des sentiments. Et donc ce que j'ai essayé de comprendre, c'est la façon dont la philosophie pouvait parler de ces sentiments. Qu'est-ce que la philosophie a à nous dire sur les sentiments et comment peut-elle s'y prendre pour parler des sentiments? Est-ce qu'elle doit adopter un style d'exposition particulier, par exemple? Et en fait, la réponse, c'est oui. C'est que si la philosophie veut parler de ce domaine tellement particulier que sont les affects, les sentiments, les émotions, eh bien, elle doit élaborer un type de discours, un type de mode d'exposition qui soit adapté à cet objet. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de développer dans le livre « Conversation avec mon Claude sur la passion amoureuse ». Alors, c'est un livre qui est en même temps une sorte d'expérimentation littéraire, c'est-à-dire que j'ai cherché à mettre au point une façon de parler du sentiment entre deux individus, ou plusieurs, mais au départ, évidemment, le plus simple, c'est l'exposition de la relation entre deux individus. Comment parler de cette chose tellement fuyante, tellement difficile à comprendre et tellement importante aussi pour les individus, qui est leurs sentiments, les sentiments qu'ils éprouvent les uns pour les autres. Et donc j'ai essayé dans ce texte de partir de textes que j'avais organisés dans le but de comprendre des énigmes du sentiment. Car en fait, les énigmes de la science, elles se reposent bien plus, et peut-être de façon encore bien plus aiguë, pour chacun de nous, dans le cadre de ce que sont ses rapports avec ses semblables. Et tout particulièrement, évidemment, avec ceux de ses semblables qui comptent particulièrement pour lui, donc ceux avec qui il entretient des relations affectives intenses, des relations amoureuses en particulier. Et donc, j'ai essayé dans ce livre de développer ce thème et en même temps je m'apercevais que c'était un thème qui était essentiel pour les autres questions que j'abordais, notamment la question des psychotropes. Bon, les psychotropes, ça paraît assez éloigné de la question des sentiments, mais en réalité, dans la mesure où les psychotropes modifient l'état des personnes, leur état, leur conception des choses, mais aussi leur état affectif, eh bien, les psychotropes ont une répercussion sur nos sentiments. Et donc on peut se dire qu'ils constituent des moyens d'action sur les sentiments humains. Mais ces moyens d'action, les psychotropes ne sont pas les seuls à les posséder. En fait, la philosophie a développé depuis très longtemps toute une série de discours pour essayer de modifier les sentiments humains. Et alors, il y en a trois qui m'ont particulièrement intéressé, trois moments dans la philosophie qui me paraissent très révélateurs des problématiques du sentiment. Il y a trois moments sur lesquels je me suis arrêté. Le premier moment, c'est les stoïciens, parce que les stoïciens vont élaborer dans l'Antiquité tout un ensemble de techniques pour lutter contre les sentiments.
pour se protéger des sentiments, pour dresser entre eux et entre le stoïcien et ses sentiments une sorte de barrière de verre qui l'isole de ce qu'il peut éprouver. L'idéal du stoïcien, c'est ce détachement, c'est la mise à l'écart du sentiment. Donc c'est un premier moment qui me paraissait intéressant. Il y a un deuxième moment qui est représenté par Spinoza, qui lui aussi s'intéresse énormément à la vie affective. Les 3 derniers livres, surtout les 2 avant-derniers livres de l'éthique, les 2 avant-dernières parties de l'éthique, sont consacrés aux sentiments et à la façon de se détacher des sentiments qui entraînent une servitude. C'est évidemment ceux-là qui sont les plus problématiques. Et donc, avec Spinoza, il y a une façon de repenser l'héritage antique, notamment l'héritage stoïcien, pour essayer de montrer que ces sentiments, ce ne sont pas seulement des choses qui nous nuisent, c'est aussi des choses qui nous propulsent, qui ont aussi donc un effet positif. Et Spinoza a donc un discours beaucoup plus nuancé que les stoïciens. Il ne s'agit pas de s'éloigner, de bâtir un mur entre ses sentiments et soi-même. Il s'agit plutôt de savoir faire le tri entre ceux de nos sentiments qui nous renforcent et ceux de nos sentiments qui nous affaiblissent. C'est bien sûr beaucoup plus délicat à réaliser, mais c'est aussi, selon Spinoza, vital, parce qu'en réalité, toute notre vie provient des sentiments. Tout ce qui nous permet dans notre vie d'être actif, et pour Spinoza c'est l'aboutissement de la sagesse, l'activité, eh bien provient des sentiments. Et puis donc le troisième moment, plus récent, plus proche de la philosophie contemporaine, c'est Nietzsche, qui lui aussi met au centre, fait occuper aux sentiments une place tout à fait prépondérante, et ceci dans la perspective d'une critique de la philosophie qui l'a précédé, donc de la philosophie, disons, de Platon jusqu'à Kant, qui a eu droit de citer avant lui. Donc il y a un ancrage dans la philosophie, mais dans l'histoire de la philosophie, mais il y a aussi, dans cet intérêt pour les sentiments, un ancrage dans ce que la science a développé seulement depuis assez peu de temps, qui est la science, ce qu'on appelle la science des émotions. La science des émotions est en réalité un domaine qui a pris son indépendance depuis, disons, une vingtaine d'années maintenant, c'est quand même relativement récent, et qui cherche à élaborer un discours cohérent sur ce que sont les affects humains, les émotions humaines. Et donc il y a peut-être la figure majeure de ce domaine de connaissance, c'est Antonio Damasio. Antonio Damasio a écrit un certain nombre de livres pour se faire l'écho de recherches contemporaines dans le domaine de la connaissance des émotions. Et donc dans le livre Conversation avec mon clone, j'ai essayé de m'appuyer sur ces données. D'un côté la philosophie, de l'autre côté les sciences contemporaines. Et puis alors plus récemment, dans le livre que je suis sur le point de publier, Axiomatique des sentiments, là j'ai introduit un autre élément, mais qui me paraît tout à fait essentiel, c'est la littérature. Parce que la littérature a elle aussi beaucoup réfléchi sur les sentiments. Elle est peut-être celle qui a le mieux su trouver les moyens de réfléchir sur les sentiments. Et à travers la littérature, il y a, donc à travers certains auteurs en fait, qui m'ont particulièrement intéressé, il y a une voie d'accès vers vers la compréhension que nous pouvons avoir de nos sentiments, qui me paraissait pouvoir être suivie. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce dernier livre, qui est un petit peu le prolongement de Conversation avec mon clone sur la passion amoureuse. Alors donc, pourquoi avoir choisi un titre qui mentionne un clone? En fait, donc, le livre met en scène une discussion entre
un individu et son clone. Le clone a la particularité d'être plus jeune et par ailleurs très proche. Bon, le clone, c'est l'équivalent d'un jumeau, si vous voulez, d'un point de vue génétique. Mais c'est un jumeau désynchronisé. À la différence des jumeaux, si vous prenez des jumeaux, vous savez qu'il y a une naissance sur 100 à peu près qui est une naissance gémellaire. Donc dans un certain nombre de cas, ce sont des jumeaux vrais, des jumeaux monozygotes qui viennent du même événement de fécondation. Donc ce sont des individus très très proches l'un de l'autre, mais qui ont la particularité de naître au même moment. Donc le clone, c'est un jumeau, mais c'est un jumeau qui est décalé dans le temps. Et c'est cette idée qui m'intéressait beaucoup. C'est le fait de parler avec soi-même, mais avec un soi-même plus jeune. Un soi-même qui aurait, et là en l'occurrence d'ailleurs il a 10 ans de moins. C'est un soi-même qui n'a pas encore l'expérience de celui qui engage la discussion. Et donc évidemment ils discutent l'un et l'autre tout en ayant le même genre d'appétit, le même genre de sensibilité, le même genre les mêmes goûts. Ils ont une différence dans le degré d'expérience qu'ils ont l'un et l'autre. Et voilà, et donc c'est cette discussion qui m'intéressait de mettre en scène, et donc je me suis appuyé sur le clone parce qu'à l'époque on envisageait, et je faisais partie de ceux qui étaient sollicités pour discuter des perspectives qu'ouvrait le clonage humain, perspectives qui étaient souvent considérées comme plutôt négatives, et donc j'ai introduit cette figure du clone, mais dans un but littéraire pour faire dialoguer deux personnes, comme une personne qui dialoguerait avec elle-même, mais à travers les âges. Voilà, pour représenter cette situation-là.